Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, d'abord une question, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? La réponse avec notre partenaire, le Clémy et sa série La famille tout écran. Une autre question avec Gaël Musquet qui a forcément une idée derrière la tech. Gaël, avec toi, on continue à explorer le monde du logiciel libre. Tu vas nous présenter une nouvelle initiative de la fondation Linux qui s'intéresse cette fois-ci aux drones. Tout à fait, la fondation Drone Code, sous l'égide de la fondation Linux, a pour mission en fait de créer un véritable environnement libre tout autour des drones et pas uniquement volants, mais ceux qui naviguent et qui roulent. Game of Drones à venir avec Gaël. La question du jour, le saviez-vous? Tiens, justement, octobre, c'est le cybermois. Un mois pour prendre conscience des enjeux de la cybersécurité, pour envisager les bons réflexes quant à son alter ego numérique. On va faire le bilan de ce cybermois avec nos invités et puis on va aussi comprendre comment la cyber est un secteur numérique plus inclusif à la recherche de tous les talents où qu'ils et qu'elles se trouvent. Avec nous pour en parler, Ingrid Sollner, vous êtes Chief Marketing Officer de Tetris, un des leaders français et européens de la cybersécurité. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et aussi Yann Bonnet, directeur général délégué du campus cyber. Vous étiez déjà venu faire un tour la saison dernière dans l'école du futur. Bonjour à vous Yann. Bonjour. Mais d'abord, focus. Scroller sur les réseaux sociaux, regarder des séries en streaming, jusque-là, ce sont des activités qu'on a toutes et tous ici autour de cette table, mais quelque peu chronophages, surtout quand on les pratique la nuit. Là, il y a un véritable risque pour votre sommeil, la famille, tout écran, et c'est tant bien que mal de dormir cette semaine. En forme, ma chérie. Ouais, là, c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2h du mat'. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. On va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil. Et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Chut, faites pas de bruit. Et voilà pour la famille à tout écran et ses aventures. Le mois d'octobre, c'est le cybermois. On en dresse le bilan tout de suite avec nos invités. Et pour en parler avec nous en plateau, Yann Bonnet, directeur général délégué du campus cyber. Rebonjour à vous Yann. Et Ingrid Sollner, Chief Marketing Officer de Tetris. Rebonjour à vous Ingrid. Évidemment, Gaël est à nos côtés, prêt à bondir sur les sujets de cybersécurité ou pas. Doucement, il bondit doucement, ok, d'accord. Il va falloir bondir vite parce que figurez-vous qu'on est déjà vendredi et que c'est la fin du mois européen de la cybersécurité. Ça s'appelle le Cybermois et ça fait 10 ans que l'ENISA, l'agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, promeut justement cette initiative, relayée en France par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées tout au long de ce mois, des activités de sensibilisation, des conférences, des campagnes vidéo, des articles, les acteurs publics, privés et associatifs qui se sont mobilisés pour renforcer la pédagogie en matière cyber et surtout développer une culture européenne cyber commune. Est-ce que c'est possible d'avoir cette culture européenne cyber commune, Yann? C'est important parce qu'on est tous connectés et tous concernés par la cybersécurité. Et c'est vrai qu'on doit avoir des réflexes, jeunes ou moins jeunes, face à ce monde numérique. Parce que dans certains cas, il peut y avoir des menaces et effectivement, on doit avoir quelques réflexes, on pourra revenir là-dessus, mais quelques conseils à donner probablement sur des gestes de bonne hygiène numérique. Ouais.
Oui, la cyber, c'est du très concret, Ingrid. Notamment parce que dans Cybermois, on va jouer un petit peu sur les mots. Il y a à la fois le mois, en effet, la mesure mensuelle de cette initiative pour le mois d'octobre. Et puis aussi, il y a le mois, l'alter ego numérique qu'on a toutes et tous. Exactement. Finalement, avec le Cybermois, on se rend compte que la cybersécurité touche tout le monde. À la fois moi, l'écolier ou le collégien qui commence à avoir un téléphone, qui commence à utiliser Internet, qui commence à diffuser des contenus. Attention, je le dis juste comme ça, quand on met quelque chose en ligne, ça ne s'oublie jamais. Absolument, on fait bien de le rappeler. Le lycéen qui continue sa vie, qui fait aussi d'ailleurs tous ses cours et tous ses devoirs par les systèmes reliés à Internet. Et puis bien entendu, ensuite, pour les activités qui nous concernent plus avec Yann, les entreprises, les administrations, la cybersécurité concerne absolument tout le monde du moment où il y a quelque chose de connecté. Et finalement, tout est connecté dans nos vies. Oui, absolument. Et Ingrid, vous faites bien de le rappeler, ça nous ramène à la base, si j'ose dire, Gaëlle, une mesure et surtout une notion toute simple en matière de cybersécurité. Plus on est connecté, plus on est piratable. Tout à fait, on est sur ces systèmes d'information et c'est important qu'on le joue au niveau de l'Union européenne aussi, puisque la guerre en Ukraine nous le rappelle gentiment. Il est important que nos industriels qui font tourner toutes ces machines puissent garantir à nous, citoyens, que les services publics fonctionnent correctement, que je puisse payer correctement la cantine de mes enfants, le transport. On voit que tous ces services du quotidien qui nous permettent de nous nourrir, de nous déplacer, d'apprendre, de nous instruire, de travailler, de produire, sont aujourd'hui connectés et donc nécessitent aussi qu'on relève le niveau de sécurité, d'attention. C'est pas parce qu'il y a le mot cyber que cela n'a pas de conséquences réelles dans nos vies quotidiennes. Alors justement, comment est-ce qu'on peut adapter cette hygiène cyber? C'est vrai que c'est un mot qu'on emploie régulièrement, notamment du côté de l'ANSSI, qui est bien connu aujourd'hui des entreprises que vous représentez, que vous défendez aussi avec Tetris, Ingrid. Cette hygiène numérique, comment on peut l'adapter dans nos vies pratiques et quotidiennes, Ingrid? Oui, c'est un ensemble de mesures simples qu'il faut adapter en fonction de la tranche d'âge aussi du public auquel on s'adresse. Mais bien entendu, comme je disais juste avant, faire attention à ce qu'on diffuse sur les réseaux, vraiment. Et sinon, bien entendu, les bonnes pratiques de sauvegarde. Avoir plusieurs sauvegardes de ces données, ça, c'est pareil, ça vaut pour tout le monde. Absolument. De mamie qui a des jolies photos jusqu'à l'entreprise qui a des données hyper confidentielles, importantes et des secrets industriels, ça vaut pour tout le monde. Des sauvegardes déconnectées des réseaux, des sauvegardes déconnectées des autres systèmes, parce que sinon, voilà, il suffit que l'attaque se déplace et puis il n'y a plus aucune sauvegarde. Les sauvegardes, la gestion des mots de passe. Ne jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs applications et ne jamais répondre au petit questionnaire de dans quelle ville es-tu né, quel est le nom de ton papa et le nom de ta maman à côté, etc. parce que toutes ces choses-là sont en fait des choses qu'on utilise très souvent pour retenir des mots de passe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir non pas forcément des pièges ou de la malveillance de la part des sites qui demandent ces questions de sécurité ou ces questions annexes pour pouvoir retrouver son mot de passe si jamais on le perdait, mais ça permet de faire de l'ingénierie sociale assez facilement pour les hackers notamment, j'imagine, pour pouvoir redétecter le mot de passe et finalement le deviner, Gaëlle, c'est ça? Tout à fait, c'est de la recherche en source ouverte. On va utiliser les réseaux sociaux, les photos, les lieux où ont été postées ces photos pour pouvoir recouper un certain nombre d'informations et pouvoir attaquer, après une phase d'observation, la personne que l'on cible. Et peut-être c'est aussi important, on parlait de moi numérique, c'est un jeu de mots, le moi c'est un double, et donc c'est un peu notre identité. Dès qu'on est connecté, on a une identité numérique, Yann Bonnet ou Yann, je ne sais pas quel, si j'utilise un pseudo, et je laisse des traces numériques. Et comme dans la vraie vie, dans la vie réelle, on doit faire attention. Quand on prend une voiture, on met une ceinture, moi je fais du vélo, je mets un casque, et c'est la même chose. On doit faire attention quand on est connecté avec les rappels qu'a Ingrid. On pourrait compléter sur la mise à jour aussi. Mise à jour, on prend le réflexe de mettre à jour nos ordinateurs, nos téléphones, demain nos voitures, parce que ça va devenir et sans rentrer dans la parano. Je pense qu'il faut ne pas être naïf sur certaines demandes. C'est quand même très rare. On reçoit tous des SMS, des mails où on a gagné le dernier iPhone qui n'est même pas encore sorti. L'iPhone 26. Il faut se dire, là, il ne faut pas cliquer. Et si, peut-être qu'il y a un autre conseil, c'est en cas de doute, il faut vraiment en parler à ses amis, à ses parents, aux profs, et peut-être avoir ce réflexe d'aller sur cybersécurité
cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site qui donne plein de bons conseils dans ces situations. Et qui soutient aussi d'ailleurs l'initiative du Cybermois, cybermalveillance.gouv.fr. Gaël. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Yann, parce que j'ai beaucoup entendu ce mois-ci que si les entreprises se faisaient pirater, c'était à cause de la secrétaire, de l'assistante et tout. Paradoxalement, c'est parfois ces personnes qui sont les plus prudentes parce qu'elles ont l'humilité, ou il ou elle. Oui, parce que d'ailleurs, la secrétaire, pourquoi forcément le secrétaire au-dessus, en l'occurrence, ont l'humilité d'aller sur ces sites, de se renseigner parce qu'ils ne savent pas et souvent ont des accès limités aux informations, aux infrastructures de la société. Là où des cadres, et là je l'ai aussi entendu, partagent, et je l'ai vu dans des services, pour un même service, le même mot de passe pour tout le monde et pour la même application commerciale ou de comptabilité. C'est juste hallucinant. Et donc là, un certain aplomb a même parfois s'en vanter. Attendez, c'est quand même vous. Vous n'avez pas encore eu Gaël Musquet qui vient justement vous botter les fesses en matière de cybersécurité. Je coupe le courant. Simplement, il débranche. Au moins, c'est plus simple. On est tous concernés en tout cas. Et même ceux qui sont experts en cybersécurité peuvent avoir des comportements à risque. Donc c'est surtout le fait de se dire que c'est pas parce que je pense être le mieux disant en matière de cybersécurité que je suis pas forcément un facteur de mise en risque de mon entreprise, de mon école, du réseau familial aussi, pourquoi pas, de mes devices électroniques. On ne peut pas se croire plus protégé qu'un autre ou qu'une autre. Ouais, c'est même l'inverse. Plus on a des responsabilités, plus on est potentiellement une cible et donc une victime. Et donc, on doit avoir des règles d'hygiène numérique qui sont évidemment mesurées et graduées, comme le disait Ingrid, à l'âge de l'enfant, à sa responsabilité, évidemment. En tant que cadre, en tant que dirigeant d'entreprise, on est encore plus obligé de faire attention et d'être beaucoup plus prudent que d'autres couches ou d'autres corps de métier dans les entreprises. Ingrid. Et aussi, ne pas croire qu'on n'est pas intéressant. Le nombre de fois où on croise des gens et on le pense tous, non mais bon, j'ai rien à cacher, de toute façon au pire, mes données, peu importe. Mais non. En fait... tu es cadre d'une petite entreprise, tu penses que tu n'as rien à cacher, mais en fait, ton entreprise a des secrets, forcément, même si elle ne construit pas des moteurs d'avion, comme je dis à chaque fois, même si elle vend des produits beaucoup plus simples. Ou même si elle n'est pas un hôpital, parce qu'on avait aussi la reconnaissance. Même si elle n'est pas un hôpital, ne jamais croire qu'on n'est pas intéressant. Et toutes les données sont intéressantes pour quelqu'un ici qui aura envie de les utiliser, les exploiter, les recroiser, comme tu disais, en source ouverte. Et pour au final se rendre compte que... quelqu'un a eu un problème de santé dans la famille, etc., jouer dessus, peu importe. On ne sait jamais. Faut pas effectivement devenir parano, mais il ne faut pas non plus se dire qu'on n'est pas intéressant parce qu'on n'est pas le PDG d'un groupe du CAC 40. Il y a tout plein de gens en dessous. Absolument. Voilà. Si je résume... Je le dis souvent, on n'est pas victime que de groupes criminels. Non. On est aussi potentiellement victime de ses ex. Alors, ce que je dis souvent aux jeunes auprès desquels j'interviens... Ça sent le vécu, pardon. Les ex-salariés, les ex-compagnons-compagnes, les ex-camarades qui peuvent avoir des velléités à nous porter atteinte parce qu'on a eu un conflit, une séparation difficile. Et donc, l'intimité, c'est aussi la cybersécurité. On a tous des choses à cacher, on a une intimité qu'il faut respecter. Et donc, l'hygiène numérique peut avoir aussi des effets de bord sur notre propre intimité. Et donc, se protéger et respecter cette hygiène numérique, c'est aussi se protéger d'attaques qui peuvent venir de l'entourage immédiat. Bon, bref, surfer couvert, si j'entends bien. Tout à fait. Un peu ça l'idée. Donc, si on résume, à la mi-temps, justement, du bilan de ce cybermois, plus on est connecté, plus on est piratable. Toute donnée peut être exploitable parce que monnayable ou intéressante pour justement l'attaquant ou le cyberattaquant, ou d'ailleurs la cyberattaquante aussi, ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, on voit notamment un vocabulaire dans le secteur de la cyber qui met en avant les qualités et les talents cyber. L'équipe de France de la cyber, les Avengers des cybermenaces, on devient les super-héros finalement de ce secteur pour mieux défendre ces informations, Yann. C'est intéressant, les Avengers. Effectivement, déjà l'équipe de France, effectivement, on est tous, il y a plein de métiers derrière la cybersécurité. C'est vrai que tous ces acteurs de l'écosystème qui se lèvent le matin pour protéger nos systèmes d'information,
fonds, nos infrastructures qui sont essentielles pour notre pays, pour notre société, c'est extrêmement utile. Et c'est vrai que ça a un côté, j'aime bien cette image de Avengers, où je parle aussi de cyberpompiers. Il ne faut pas oublier que les métiers de la cyber, ça a énormément de sens. On est là pour protéger notre société, pour innover. Et donc, c'est le métier du care, de la protection. Et c'est vrai que dans les Avengers, il y a aussi ce côté collectif où on travaille, on avance ensemble pour protéger notre société. Donc, effectivement, je pense qu'il faut qu'on arrive à plus parler de cette image. En tout cas, moi, j'aime bien cette image d'Avengers. Et ces héroïnes et ces héros, justement, de la cybersécurité, ils se trouvent notamment au sein des entreprises du secteur de la cyber. Tetris, évidemment, en fait partie, Ingrid. Alors, il faut dire que vous avez une dirigeante, Elena Poincé, pour ne pas la citer, qui est particulièrement charismatique, qui est un véritable rôle modèle en matière de cybersécurité. Là aussi, c'est important finalement d'avoir ce vocabulaire qui va peut-être redonner un petit peu de glamour, de sexy au secteur pour pouvoir aller chercher tous les talents. Oui, très important. Il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a le vocabulaire et il y a aussi la valeur d'exemple. C'est-à-dire que chez Tetris, on a 75% de femmes dans le COMEX, 33% de femmes dans les équipes, et ça fait depuis toujours. Et en fait, c'est le depuis toujours qui compte. C'est-à-dire que une fille, mais il n'y a pas que les filles dans la diversité. Quand on parle de diversité, il y a tout plein d'autres sujets. Mais en l'occurrence, une jeune étudiante ou une jeune qui sortira d'école aura plus envie de rejoindre une équipe où elle sait qu'il y a déjà de la parité, où il y a des autres femmes, et à tous les niveaux de l'organisation, et dans toutes les équipes, et chez les ultratech, comme au marketing, par exemple, dans mon équipe. Dans toutes les équipes, c'est beaucoup plus facile de rejoindre une équipe quand on sait que finalement, on aura ses pairs. Et une parité. Et la parité de fait aussi, en dehors de placer des filles pour placer des filles, clairement, les équipes mixtes sont beaucoup plus efficaces. Absolument. Et puis, il y a un petit point qui joue, c'est que la valeur de care dont tu parlais, le fait de prendre soin et de protéger les entreprises, de protéger les administrations pour éviter qu'elles se fassent taper, pour éviter qu'elles ne souffrent des cyberattaques, ça marche plutôt bien dans le vocabulaire à l'encontre des jeunes au sens large et des jeunes femmes, parce que finalement, le fait de se dire je vais faire quelque chose d'utile, un métier tech mais utile avec un sens, le sens en ce moment c'est quand même quelque chose de très important pour les jeunes, plus le côté je protège. Ça, pas mal chez les femmes. On va revenir en détail d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission à la façon dont le cyber et la cyber peut devenir un secteur de plus en plus inclusif. Aller chercher là encore une fois tous les talents. Mais d'abord, je voulais revenir sur cette mission d'équipe de France de la cyber avec toi, Gaëlle, d'Avenger des cybermenaces. Là aussi, les hackers que tu représentes autour de cette table, mais pas que, ont une importance cruciale parce que ce sont aussi des éclaireurs, des phares dans la nuit des cybermenaces. Oui, j'aime beaucoup la définition du hacker, un peu système immunitaire de l'Internet. C'est une des définitions de Keren Lazari, qui est une hackeuse israélienne. Notre rôle, c'est un état d'esprit, le hacking. Il ne se résume pas uniquement à la cybersécurité, c'est qu'on veut comprendre comment fonctionnent les choses. Et effectivement, dans cette phase de compréhension, d'étude, d'analyse, d'observation de nos systèmes d'information, on va développer des qualités, on va développer aussi des compétences qui vont nous permettre d'accompagner, d'anticiper. Et là, très important, comme pour les catastrophes naturelles, l'anticipation en matière de cyber, elle est très importante, qu'on ne soit pas toujours en réaction, mais aussi en prévention. Dans la trentaine de métiers de la cyber, on a des métiers juridiques, on a des métiers sur les infrastructures, sur l'architecture des systèmes d'information. Bref, il y a de la place pour tout le monde. 17 000 postes à pourvoir, si mes souvenirs sont bons. Entre 15 000 et 17 000. Donc, voilà, on a en tant que hacker, et encore une fois, ça ne se résume pas qu'à la cybersécurité, un vrai rôle aussi de prévention, d'anticipation de ce qui pourrait mal se passer, ou l'inverse, de profiter aussi de ces nouvelles technologies comme de véritables opportunités pour durcir nos systèmes d'information, créer de la richesse, développer des systèmes qui vont permettre d'être moins dépendants de ressources fossiles, qui vont émettre des gaz à effet de serre. Bref, on a vraiment tout un champ de possibles auquel, évidemment, énormément de jeunes que je croise s'identifient, en tout cas ont envie d'adhérer, compte tenu des inquiétudes qui sont les leurs aujourd'hui. Et pour mieux tester les limites, justement, de ces technologies-là, c'est important pour vous, du côté de Tetris et du côté du campus cyber, d'intégrer des hackers et des hackeuses, justement, aux équipes. Oui. L'attaque est la meilleure défense, et la meilleure façon de construire la défense. De fait, Tetris a été fondé par un ancien hacker éthique d'ailleurs, avec Elena, donc Laurent Oudot. Et effectivement, savoir comment ça peut se passer côté attaquant, c'est
c'est crucial pour savoir ensuite bien mettre les bons paramètres de sécurité sur les logiciels. Yann. C'est essentiel en fait. Le hacking, c'est le hacker éthique. Donc c'est un hacker qui va être c'est quelqu'un qui est très curieux, qui veut essayer de comprendre comment fonctionnent les limites de tel ou tel système. Nous, on a la chance d'avoir en France un super représentant, Gaël, de Hacker Éthique. On a toute une communauté régulièrement au campus cyber. Notamment, on a la chance d'avoir une société qui s'appelle le Yes We Hack, qui organise ce qu'on appelle des bug bounty. Donc là, il y a quelques mois, on a organisé un bug bounty. C'était 40 hackers éthiques des 4 coins d'Europe qui venaient. Et pendant 48 heures, ils sont intéressés à trouver des failles au niveau de Doctolib et Blablacar. Ils en ont trouvé un certain nombre et ils sont engagés à ne pas divulguer la faille, et ils sont rémunérés à la faille. C'est un système qui fonctionne super bien, qu'on peut conseiller à tout le monde, un petit PME à très grand groupe. Voilà, ce système de bug bounty. Donc oui, les hackers éthiques, on les adore, on en a besoin, et c'est extrêmement important d'avoir cette communauté avec nous. Et c'est des personnes qui ont fait le bon choix. Ils sont passés du côté positif de la force. Et alors que d'autres, malheureusement, passent du côté des cybercriminels, et ça, c'est extrêmement condamnable. Et il a le hoodie qui va avec, d'ailleurs, Gaël. Tu as un hoodie International c'est Bug Bounty. Tout simplement. On est tous amis. C'est une grande famille, la cyber, vous le voyez. Si vous voulez justement entrer dans la famille de la cybersécurité, on continue à en parler aujourd'hui dans l'École du Futur. Dans la deuxième partie de cette émission, on va comprendre comment devenir un talent à part entière de la cybersécurité, les métiers justement et les formations. On en parle dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap tout de suite avec Édouard Degnaud. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? You said you hear it. sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Ingrid Sollner, Chief Marketing Officer de Tetris, Yann Bonnet, directeur général délégué du campus cyber, Gaël Musquet, vous venez de le voir passer à l'image, évidemment notre hacker éthique préféré. Hacker éthique préféré parce qu'il a aussi le rôle de chroniqueur dans cette émission, vous le savez, et il a surtout une idée derrière la tech. Une idée évidemment inspirée du monde du libre.
Tout à fait. Aujourd'hui, on va poursuivre sur une initiative supplémentaire de la Fondation Linux. On a déjà présenté le rôle de cette fondation sur le système d'exploitation GNU Linux. On a présenté aussi l'initiative AGL pour Automotive Grade Linux, le système d'exploitation dédié aux véhicules. Et aujourd'hui, c'est DroneCode. Il n'y a pas Linux à la fin, c'est marrant. DroneCode Foundation, c'est une fondation sous égide. Donc le chapeau, c'est la fondation Linux. Et on a un sous-projet qui s'appelle DroneCode qui vise à fédérer tous les acteurs du drone. Au départ, je voulais parler du protocole Mavlink, qui est un petit protocole très très économe en données qui permet de coordonner les drones. Et en faisant mes recherches pour préparer ma chronique, je me suis rendu compte que Mavlink avait été intégré à ce projet DroneCode. On a déjà parlé d'ArduPilot, de cette plateforme logicielle qui permet d'avoir un certain nombre de briques élémentaires pour pouvoir fabriquer, programmer et piloter les drones. DroneCode va un peu plus loin avec le protocole DroneCode et la bibliothèque Mavlink. Le protocole Mavlink et la bibliothèque associée, puisqu'il permet de faire communiquer les drones entre eux et aussi avec des stations automatiques au sol qui permettent de contrôler en fait ces drones, mais aussi de fabriquer ces stations de contrôle. Et j'imagine qu'il y a plusieurs projets justement qui sont portés par DroneCode. Tout à fait, on a 4 briques élémentaires. PX4 qui est le pilote automatique. Donc c'est vraiment la partie matérielle qui est open hardware et open source. Donc, tout le monde peut s'accaparer un peu ce projet et développer son propre PX4 pour pouvoir piloter automatiquement. Donc, ça va permettre au drone de réaliser ses missions, décoller, naviguer, flotter, couler, rouler, observer, atterrir, etc. Parce qu'on rappelle qu'un drone n'est pas non plus que volant. Exactement. Des fois que. Le protocole Mavlink, et qui là, c'est un protocole de communication léger. On est sur des communications radio qui ne sont pas très haut débit, donc il faut vraiment optimiser chaque octet qui va être transmis entre le drone, les drones eux-mêmes et la station de contrôle. Ça permet de contrôler l'état dans lequel se situe le drone, de recevoir des ordres aussi pour lui demander de revenir, ou s'il ne capte pas, qu'il revienne à la base ou qu'il aille sur un point de secours, une zone sûre pour qu'il ne blesse personne. On a aussi le Mavlink SDK, donc SDK pour Software Development Kit. C'est une bibliothèque logicielle qui permet aux développeurs de se focaliser sur leurs objectifs, sur leurs produits, sur leurs solutions, dans leur langage favori. Donc c'est une bibliothèque qui est disponible en C++, en Python, en Swift, en Go, en Java, bref, il y en a pour tout le monde, mais aussi sur différentes plateformes, sous Windows, sous Android, sous iOS et sous évidemment Linux. Comme ça, les administrateurs réseau et système, les radioamateurs se concentrent vraiment sur leur langage et sur leurs produits et leurs objectifs, et pas évidemment sur le langage ou la plateforme sur laquelle tout ça va tourner. Et Ground Control, qui est le logiciel de contrôle sol, qui va permettre de contrôler en fait la mission du drone, préparer sa mission, lui dire où il doit aller, ce qu'il doit observer, ce qu'il doit récupérer, larguer. Et c'est vraiment l'interface qui va permettre de dialoguer avec le drone. Tout ça fait partie de l'ensemble des éléments du projet DroneCode. Alors pourquoi c'est plus intéressant de s'adresser ou d'aller voir justement ce qui se passe du côté de ce projet plutôt que d'utiliser des drones prêts à voler ou prêts à naviguer? Alors c'est vrai que quand on va dans un magasin pour acheter son drone, on a déjà des marques bien connues, Parrot pour citer un acteur français qui vient de temps en temps plus au campus cyber. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, on fait ce qu'on a à faire, on achète, tout est prêt. Et effectivement, par rapport à des drones fermés, cette initiative, elle a le mérite de créer une vraie communauté d'utilisateurs, de communauté de personnes qui vont créer, fabriquer, opérer eux-mêmes leurs drones. On a des industriels, y compris français, qui n'ont pas eu à repartir de zéro pour pouvoir créer ces 4 éléments que je viens de citer sur les briques élémentaires. Et ces drones sont évidemment à la fin adaptés à la nécessité, aux besoins, aux produits, à la problématique, pour résoudre vraiment la problématique du client ou de la personne. Et il ne faut pas se mentir, on a quand même un certain plaisir à fabriquer ces machines, à les faire voler, à les faire rouler. Il y a un peu le petit plaisir que l'on avait de piloter nos petites voitures radiocommandées, nos petits avions radiocommandés. Mais c'est aussi... parce que j'ai parlé jusqu'à présent que d'opportunités, un point de vigilance que l'on doit avoir. La guerre en Ukraine nous le rappelle, avec ces drones kamikazes, ces munitions maraudeuses qui peuvent être aussi utilisées pour tuer. Donc, une vigilance sur l'emploi de ces technologies qui nous amène évidemment encore une fois de très belles images, de beaux services et une modernité, des économies d'énergie.
plutôt que évidemment d'utiliser des gros engins, des gros ordinateurs ou des grosses machines. Mais évidemment, comme d'habitude, ces technologies, dans de mauvaises mains, peuvent se révéler de très grands ennemis. Et les forces armées aujourd'hui se rendent compte à quel point ces technologies peuvent vite se retourner contre nous. Absolument. Si vous avez tout compris la chronique de Gaël, c'est que vous êtes prêts à être un talent de la cyber et à aller tester justement toutes les technologies et tous les objets connectés dans toutes leurs dimensions de sécurité. C'est important d'ailleurs ce que tu disais sur la façon dont des entreprises, notamment de drones, peuvent collaborer avec le campus cyber sur certaines activités. L'idée, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'outils, si j'ose dire, suffisamment de jouets, entre guillemets, pour pouvoir repousser les limites des systèmes de sécurité à chaque fois. C'est du test and learn, la cyber, Yann? Oui, mais en tout cas, la logique d'écosystème, elle est extrêmement importante. Et la logique communautaire, elle est extrêmement importante, collaborative, pour être... En fait, on veut inverser le rapport de force par rapport à des attaquants, des cybercriminels, à des espions de certains États qui sont un peu scrupuleux. Et ça, la meilleure façon, c'est vraiment d'avoir cette communauté qui travaille ensemble, acteurs publics, acteurs privés, chercheurs, enseignants, start-up, grands groupes, qui travaillent ensemble. Et c'est ça un peu le campus. C'est la porte d'entrée vers l'écosystème, une plateforme où on retrouve tous ces acteurs qui font en sorte d'être plus intelligents. C'est de l'intelligence collective pour mieux protéger notre société, on l'a dit, et puis pour innover, pour être conquérant et pour montrer l'excellence française et être présent dans plein de marchés au niveau international. Allez, cybermois et cybertalent. On revient justement sur la question des forces vives de la cyber tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et nous sommes donc toujours en compagnie de Yann Bonnet pour le Campus Cyber pour en parler, toujours en compagnie d'Ingrid Sollner pour Tetris, toujours en compagnie de Gaël Musquet. On le disait en première partie de cette émission, 15 000 à 17 000 talents attendus dans le secteur de la cybersécurité. Et ça, c'est rien que le chiffre pour la France. Comment est-ce qu'on va justement réussir à aller chercher ces talents au féminin, au masculin, dans tous les territoires et dans toutes les formations où ils peuvent se cacher pour pouvoir pourvoir ces emplois qui semblent justement être une aubaine absolue pour les métiers de demain, Yann? Effectivement, vous l'avez dit, on est en pleine pénurie de talents. Plus on se numérise, plus on a besoin en fait d'experts, d'acteurs qui travaillent dans le domaine de la cyber pour avoir confiance dans tous ces systèmes. Gaël l'a dit tout à l'heure, derrière les métiers de la cyber, en fait, c'est pas un seul métier, c'est plein de métiers différents, des métiers techniques, on en a besoin, mais aussi de communication, de droit, de géopolitique. Il y a énormément de sujets. On a pas mal de préjugés, de stéréotypes sur lesquels qu'on doit combattre. Alors souvent dans l'imaginaire, l'expert un peu cyber, c'est le geek à capuche, c'est plutôt un homme dans le noir. Je vois pas ce que vous voulez dire. Non, vraiment, il y en a quelques-uns et heureusement et il en faut et c'est top. Mais c'est pas que ça. En fait, le métier de la cyber, c'est plein de métiers différents. On l'a dit. Donc il y a un des gros verrous qu'on veut casser avec l'écosystème, c'est d'indiquer que voilà, c'est pas réservé que à des hommes. On a besoin, c'est quand même dommage, on se prive de la moitié des talents. On n'a que 11% de talents féminins aujourd'hui dans la cyber en France. C'est pas normal. Donc on doit casser cet imaginaire, mettre en avant beaucoup plus de rôle modèle féminin, travailler les messages sur le care, on l'a dit tout à l'heure. Un autre préjugé sur lequel on veut s'attaquer, c'est beaucoup trop souvent, les gens pensent que les métiers de la cyber, c'est réservé que à des ingénieurs, que à des matheux, que à des personnes qui ont fait des études longues. C'est faux. Que pas du tout. 56% des emplois sont plus de niveau bac plus 3. Et donc voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles on avance petit à petit avec les ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur et aussi tous les acteurs, tous les employeurs, parce qu'il y a énormément de métiers et énormément de carrières. Et ça, on l'a dit, de beaucoup de sens de protéger notre société. Oui, il faut totalement débunker l'image d'épinal de la cyber qui est réservée à une certaine typologie de talents. Ingrid, je voyais d'ailleurs plus soyer totalement les arguments de Yann. On va d'abord reprendre celui notamment des talents féminins. 11% de femmes dans le secteur, comment est-ce qu'on peut faire mieux? On parlait tout à l'heure des rôles modèles qui sont absolument essentiels, et notamment de la cofondatrice de Tetris, Elena Poincet. Alors, on ne peut pas tous être un ancien agent de la DGSE, je vous le confirme, mais par contre, c'est important d'avoir ces grandes figures de la cyber féminines qui nous montrent que tout est possible, et quel que soit finalement le métier cyber qu'on occupe.
Exactement, ouais. Je pensais tout à l'heure en réponse à la question, il y a des actions court terme, très court terme, et il va falloir effectivement dégainer vite puisqu'on sait qu'il manque 15 000 sur les 17 000 postes. Pour les 17 000 postes. Et il y a aussi des actions de plus longue haleine, on va dire, de recommencer à l'école primaire. Voilà. Pour le très court terme et pour le rôle des femmes, il y a des associations qui sont mobilisées, qui sont hyper actives et qui demandent qu'à être connues encore plus autour de femmes numériques d'un point de vue général, et du SAFCIS pour les femmes dans la cybersécurité en France, ou Women for Cyber, et Women for Cyber est une initiative internationale. Oui. C'est des associations dont on est membre, auxquelles on est actif, nous, parce qu'on a un rôle, en fait. On assume l'étiquette que, bien entendu, en tant qu'entreprise, acteur du secteur de la cybersécurité, à la fois on est fiers d'avoir des femmes dans les équipes, j'en ai déjà parlé, à la fois il faut porter ce message toujours et toujours et toujours. Donc en fait, c'est beaucoup d'évangélisation. Se montrer, s'afficher. C'est mieux quand on affiche les rôles scientifiques aussi, quand on affiche nos juristes, quand on affiche tous les profils qu'on a dans l'entreprise. Oui, et en tant que Chief Marketing Officer, vous êtes aussi un rôle modèle de ces entreprises de la cyber vous-même. Exactement. Je ne veux pas du tout revenir sur mon cas parce que pour le coup... Alors c'est moi qui vous propose de le faire. C'est gentil. Pour le coup... contre-exemple d'un parcours français normal, j'ai passé 15 ans complètement ailleurs de la cybersécurité. Je suis arrivée dans la cybersécurité il y a 2 ans. Et j'ai fait un changement de secteur d'activité radical qui se fait peu en France sur le marché de l'emploi. Pour être clair, c'est pas si simple. Ouais. J'en suis absolument ravie. C'est un secteur où il y a tellement d'opportunités, de choses à apprendre et de technicité, de choses à creuser que c'est extrêmement enrichissant personnellement et intellectuellement. Et si mon témoignage peut apporter à des jeunes l'envie de... Et je pense que c'est ce qui est aussi important, de se dire que tous les témoignages, tous les parcours, toutes les expériences et les retours d'expérience sont justement profitables pour essayer de faire progresser cette envie de cyber de la part des futurs talents du secteur. D'ailleurs, on voit au travers de votre exemple, Ingrid, que c'est aussi un véritable terrain de jeu pour la formation professionnelle, la reconversion professionnelle, Yann. Oui, c'est essentiel, et à très court terme, voilà, ça fait super plaisir de voir ces témoignages. On a besoin de reskiller ou de upskiller voilà, un certain nombre d'acteurs. La pénurie est telle. Moi, je pense notamment à des personnes qui ont passé un certain nombre d'années dans les DSI, à gérer la direction des systèmes d'information. Voilà, des systèmes d'information. En passant un peu de temps, quelques mois, à avoir des nouvelles compétences, on peut redonner une nouvelle vie à leur carrière. Et une nouvelle, donc nous, notre priorité, c'est vraiment le reskilling, la formation professionnelle en apprentissage. C'est génial pour un jeune ou un moins jeune, mais d'avoir découvrir un métier, d'être formé, d'avoir un petit salaire. Voilà, il y a pas mal d'écoles qui sont en train de se lancer sur ce domaine. Il y a plein de choses à faire. Et sur l'image par rapport aux femmes, moi je rêve on travaille au sein du campus cyber dans le cadre d'un groupe de travail. Voilà, des affiches pour mettre en avant les différents métiers qui existent dans la cyber, de mettre en avant des femmes dans les salles de cours d'informatique pour rappeler des rôles modèles. Ada Lovelace, qui était la première programmatrice. Voilà, montrer, casser ses préjugés, c'est extrêmement important. Et puis d'y aller, quand on discute, on a tous un rôle. En tant que parents, en tant que prof, et voilà, on sensibilise avec Gaëlle. Encore merci, là en 15 jours, on a travaillé au campus, sensibilisé plus de 440 profs avec le ministère de l'Éducation, profs de lycée, des profs de BTS. Et c'est important, on a tous un rôle pour essayer de montrer voilà, le sens qu'il y a, casser ses préjugés, et qu'on discute notamment aussi avec des psychologues. Ce qui est extrêmement important, c'est d'aller très 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 tôt, quasiment dès le primaire, pour déconstruire ces stéréotypes. Je suis une femme, ça serait plutôt littéraire, et je suis un homme, je suis plutôt scientifique. Il faut casser tout ça. Il n'y a aucun et ce que tu t'indiquais tout à l'heure, toutes les organisations, que ce soit dans le privé, personnel, ou dès qu'il y a un peu de diversité, c'est les meilleures organisations, c'est les meilleures boîtes. Et donc c'est essentiel, et c'est valable aussi dans la cyber,
pour avoir les visions différentes, d'avoir une diversité. Et c'est ça qui fera notre succès. Plus on est inclusif, plus on est performant. Il y a énormément d'enseignements qu'on peut tirer justement de ces exemples avec vous. Yann, il y a d'abord le fait de se dire que, OK, un des clichés notamment à déconstruire, c'est le fait de se dire qu'il n'y a que des ingénieurs qui peuvent réussir en matière de cybersécurité, qu'ils soient féminins ou masculins. Non, les formations, même à Bac+3, sont extrêmement recherchées dans le secteur. 56%, vous nous disiez, des emplois de ce secteur sont occupés par des formations en Bac+3. C'est pour ça que notamment vous développez ces idées de BTS informatique et cyber, je crois, et à un moment donné où nos lycéens et lycéennes vont commencer à regarder d'un peu plus près et soulever le capot de Parcoursup, c'est important de le noter. Il y a aussi l'idée de se dire que ça démarre très tôt. Une des actions notamment et des initiatives pour faire démarrer cette envie de cyber très tôt, c'est les cadettes cyber, et je crois, Gaël, que tu connais bien ces cadettes, que tu vois passer assez souvent. Oui, qu'on a pu croiser d'ailleurs à l'inauguration du campus cyber. C'est important, quand ces cadettes interviennent dans les établissements scolaires, que je le vois, moi, je peux revenir encore plus tôt sur les stages découvertes de 3e ou des centres aérés que j'ai reçus cet été à l'Observatoire de Vernon. C'est beaucoup de ces enfants, les petits piou-piou que j'ai au centre aéré, ils savent tout ce qu'ils veulent faire comme métier. Et là où ça devient compliqué, où ça se polarise, c'est en 3e, où là, ils commencent à être inquiets, et ils ne savent plus ce qu'ils veulent faire comme métier. Et ce que je leur dis souvent depuis quelques semaines, c'est plus tant tu veux faire quoi plus tard, que ce que tu veux faire comme métier, c'est qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Parce qu'ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils veulent faire comme métier. OK, donc qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Ce qui est déjà une très bonne façon pour savoir ce qu'on a peut-être envie de faire. Et à défaut de savoir ou de ne pas savoir ce que tu veux faire comme métier, de quoi tu rêves. Parce qu'en fait, c'est un des moteurs, malheureusement, qui manque sur nos métiers. C'est le rêve, et je sais que le campus sollicite parfois même l'industrie cinématographique sur ces questions-là. C'est important, en fait, que ces enfants puissent se projeter dans leur métier, dans leur avenir, et de se rendre compte que dans nos filières, et ça peut passer par des stages, ça peut passer par des week-ends de découverte un peu de nos métiers, ou de conférences, ou de manifestations, de films, de séries. Il y a tout un tas de médiation possible pour que ces enfants puissent avoir un rêve commun qui leur permette d'embrasser ces filières-là. Et les cadettes, entre guillemets, y participent, y contribuent. Ça veut dire que d'une part, tous les points d'entrée sont des bons points d'entrée, mais si on revient justement sur la définition des cadettes, c'est un système un peu à l'américaine, le système des cadets aussi. Qui sont parrainés, en fait, par des personnes, par des entreprises, et qui vont derrière, dans les établissements scolaires ou auprès de publics féminins, montrer un peu leur journée, leur quotidien, et puis être aussi, elles, de leur côté, être accompagnées professionnellement par une personne qui les inspire, qui va les inspirer, qui va les accompagner sur leur parcours professionnel. Et elles rendent l'appareil, en montrant un peu leur progression. Eh bien, elles ont un effet de traction pour attirer d'autres jeunes filles à embrasser ces filières, et aussi avoir auprès des rôles modèles, pas juste les croiser dans une conférence, mais avoir ces retours et ces dialogues réguliers sur ces moments difficiles qu'elles vont traverser, ces découragements aussi qu'elles vont traverser. Et c'est important de pouvoir partager tous ces retours d'expérience les plus complets possibles. D'ailleurs, je crois, Ingrid, que Tetris accueille des cadettes cyber. Oui, c'est ça, oui. Elena est tout à fait marraine d'une des cadettes, et c'est effectivement un programme de mentorat. Donc on accompagne la jeune étudiante en question. D'ailleurs, on remplit pour une 2e année. Et elle-même, effectivement, évangélise les plus jeunes générations. C'est un programme qui est vertueux dans les deux sens. Pour elle, on lui ouvre un peu les chakras, on lui montre tout ce qui peut exister comme différents parcours de la cybersécurité, parce qu'encore une fois, c'est large. Et derrière, elle a un rôle d'évangélisation, de sensibilisation des plus jeunes, et voilà, on voit ça commence à prendre. Et la cybersécurité, c'est large comme le territoire. Subtile transition, si on est pour les quelques minutes qui nous restent. Justement, Yann, l'actualité notamment du campus cyber, c'est le fait d'essaimer, quelques mois après son inauguration à la Défense à Paris, essaimer des hubs justement de la cyberdéfense, des lieux totems en région, notamment dans le Nord ou dans les Hauts-de-France, et en Nouvelle-Aquitaine. Exactement. L'idée, c'était toujours la logique qu'indiquait Gaël. On veut créer en fait un réseau pour être plus fort ensemble. Donc on a ce beau lieu totem
à Paris national, mais l'important, le sujet de la cyber, c'est partout sur tous les territoires. Donc c'est d'avoir des réseaux de campus. Toutes les régions en veulent un, en quelque sorte. Et donc on a inauguré le premier campus cyber il y a quelques mois territorial. Donc effectivement en Hauts-de-France, métropole de Lille, c'est opéré par Euratechnologies. Bientôt aussi côté Nouvelle-Aquitaine. Et puis il y aura aussi d'autres annonces. Donc c'est top. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on travaille ensemble dans des logiques communautaires sur ce qu'on appelle des communs de la cyber, des ressources mutualisées, à la fois sur des sujets de formation, sur des sujets plus techniques, de base de renseignement, des différentes choses pour être plus forts ensemble, mieux innover et mieux protéger notre société. Des métiers qui sont vastes, des métiers qui sont riches et justement qui peuvent recruter à tous les stades, notamment de formation et d'enseignement supérieur. Vous pouvez même commencer à prendre le virus de la cyber dès tout petit. En effet, grâce aux actions du campus cyber, aux initiatives de celles des entreprises leaders du secteur comme Tetris par exemple, ou si vous connaissez bien Gaël Musquet qui peut justement aussi vous aider à entrer dans des systèmes d'information d'entreprises comme ça, mais juste pour tester les failles de sécurité. C'est pour le bien de ces entreprises. Merci infiniment Ingrid Sollner pour Tetris d'avoir été avec nous. Merci comme toujours à Yann Bonnet et à Gaël Musquet d'être venu justement témoigner de cette passion cyber en plateau ici dans l'école du futur. On fait un petit coucou à Koussevanek justement d'Euratechnologies qui était avec nous sur ce plateau il y a quelques jours et on se retrouve très vite pour des prochains épisodes de l'école du futur.